Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Maxime Goluchon. Voici venu le jour de se retrouver pour un concept que je n'ai pas exploité depuis un moment déjà, mais qui me tenait particulièrement à cœur, celui de fiches des lecteurs. Le premier volet date un petit peu, puisque on parle d'une vidéo tournée en 2021, publiée en mai 2023 pour être exact. Et pour l'anecdote, Sébastien, qu'on présentera plus amplement juste après, tu avais assisté Oui, au tournage de c'est vrai. cette première vidéo. Transition toute donnée, pour te laisser te présenter, mon très cher ami. Ceux qui me connaissent te connaissent indirectement par la rencontre ou bien par le biais de mes récits. Euh, Et qui de mieux que toi pour incarner ce concept, pour évoquer aujourd'hui une œuvre que je te laisserai également présenter, qui nous a marqué, en l'occurrence qui t'a marqué, puisque je n'ai pas encore lu. Ta mission, si toutefois tu l'acceptes, est de me convaincre et de convaincre également nos très chers téléspectateurs de lire cet ouvrage. Tu as un petit peu triché puisque tu me l'as offert pour Noël, argument suffisant pour évidemment me convaincre de le lire. Donc je n'en ai lu que quelques pages pour le moment, mais ce sera l'occasion. Donc je vais te laisser te présenter brièvement. Qui es-tu? Comment te définis-tu? Ce qui est souvent une question un petit peu plus intéressante. D'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, parcours, présent, plan, futur, question libre, la parole est à toi. Merci beaucoup Maxime et merci pour cette invitation. Effectivement, il me brûlait de faire partie de l'élite finalement. En l'occurrence, invitation chez toi. Donc, Écoute, c'est bien de créer les conditions finalement. En fait, en quelques mots, je pense que je suis avant tout un jeune Français, ce qui aujourd'hui veut dire beaucoup de choses. Je suis à la fois une forme peut-être de petit cliché du bon élève qui a fait des belles études. J'ai eu la chance donc de faire d'abord une licence d'histoire et ensuite de passer par Sciences Po Rennes, l'IEP de Rennes pour les plus exigeants, qui est une formation qui m'a vraiment beaucoup plu par son caractère éclectique et vraiment très divers et qui a vraiment su, voilà, on va dire, trouver ma curiosité. Et aujourd'hui, je suis pareil, un jeune parisien depuis quasiment 5 ans, je pense. Et je dirais aussi, au-delà de ça, je dirais un amoureux des belles lettres et des belles pierres et de l'histoire. Et donc, voilà, je dirais un parisien convaincu et de plus en plus convaincu de son choix. Et au-delà de ça, je dirais voilà, un curieux, un esprit fécond et libre. et libre, essayons. Même si c'est évidemment quelque chose de très ambitieux aujourd'hui, et c'est aussi un des grands enjeux du livre. C'est un ode à la liberté. Bien sûr, bien sûr. Et donc, tu parles du présent. Donc actuellement, je travaille au ministère de la Culture à Paris. Paris, qui est aussi une maison qui fait sens pour moi à beaucoup d'égards. Bien sûr. Et écoute, dans le futur, essayons de garder un peu d'ambition et peut-être sans toutefois prétendre aux ambitions des hommes dont on va parler aujourd'hui, au moins celle de voyager, de servir l'État aussi, c'est vrai, ce qu'il en reste, et de rester libre, et c'est déjà pas mal. En parlant de liberté, on va parler de cet ouvrage qui est, comme je le disais, un peu un ode à la liberté que tu vas nous présenter. La première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi cette œuvre? Pourquoi Terre des Hommes de Saint-Exupéry? Parce qu'on ne l'a pas encore nommé. Pourquoi tu as choisi de nous parler de cet ouvrage aujourd'hui? On connaît tous, bien évidemment, cet auteur pour Le Petit Prince.
qui, comme tu me l'évoquais l'autre jour, est le deuxième livre le plus traduit au monde derrière la Bible, respectivement à plus de 3000 langues. Je ne sais pas comment c'est possible. J'imagine des dialectes, des idiomes et tutti quanti. Pour plus de 500 tout de même pour le Petit Prince de Saint-Exupéry. Il fut vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, record notable. Et ce qui est rigolo, c'est que pour avoir beaucoup voyagé, je l'ai toujours trouvé dans les librairies. Et c'est assez cocasse de le voir écrit dans tout un tas de langues. La dernière en date, c'est là où j'habite actuellement, en Thaïlande, où je l'ai vu écrit dans un alphabet que je ne connais pas, qui est issu du sanskrit. Et c'était assez curieux. Alors, je t'écoute. Pourquoi ce roman ? En fait, c'est précisément pour ça. C'est vraiment le côté monument. Effectivement, Saint-Exupéry, ça fait vraiment partie de ces légendes de la littérature française, et même mondiale en l'occurrence. Mais dont parfois le statut peut faire peur en réalité. Pourquoi ? Quand on est un jeune lecteur, parce que finalement on se dit que finalement on se demande si on est presque à la hauteur et si on peut vraiment comprendre finalement son incidence. J'aimerais commencer par un parallèle d'ailleurs que j'ai pu explorer récemment, qui est celui de Victor Hugo. Okay. Notamment puisque j'ai pu lire ce roman 93 il y a peu, donc sur l'année 1793, donc pleine révolution, qui en fait fait partie d'un de ses grands chefs-d'œuvre, qui est moins connu évidemment que d'autres romans, mais qui fait partie un peu, on va dire, de la légende d'Hugo. C'est pas le premier auquel on pense quand on pense à Victor. Bien sûr, mais tu me connais, moi qui suis pétri d'histoire, il était sur ma liste, et en fait je voulais surtout comprendre son statut justement de chef-d'œuvre. Okay. Et comme prévu, en fait, c'était une claque à la hauteur de ce que j'attendais, et en fait, c'est aussi très agréable en fait de comprendre pourquoi certaines œuvres sont cultes, et en même temps, voilà, une forme d'humilité en fait, de savoir se reconnaître dans quelque chose qui est défini comme classique, et de comprendre pourquoi. Et donc voilà, c'était aussi cette raison, et un peu l'événement, parce qu'en fait, voilà, je l'ai vu en librairie, c'était un peu la sortie de cette fin d'année, et en même temps, il faut aussi... Pas Victor Hugo, du coup. Bien sûr, Saint-Exupéry. Même si, encore une fois, Victor Hugo... lisez Victor Hugo. C'était une réédition pour le... Bien sûr. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur ce sujet ? Oui, ou est-ce qu'on bien peut sûr. faire... Ok, on continue là-dessus, et ensuite on passera sur la petite aparté. On peut partir bien sûr sur l'édition, mais non, au-delà de ça, c'était la première raison, c'était comprendre le monument, grimper le sommet, ce qui d'ailleurs, tu verras, aussi un des sujets du livre, en fait. Et donc avec Saint-Exupéry, donc c'était à la fois comprendre le monument, dépasser justement le Petit Prince, parce que c'est aussi un auteur finalement évidemment qu'on associe à une seule œuvre qui est majeure et qui doit être lue, mais finalement qui d'ailleurs en plus dans l'histoire de Saint-Exupéry arrive vers la fin de sa vie, donc finalement c'est aussi important de comprendre pourquoi cette voilà. Tu évoquais le sommet, c'est quoi ? C'est le Mont Blanc ? Non, c'est le sommet des Andes en l'occurrence. Mais c'est plutôt non, mais comprendre donc je dirais le sommet Saint-Exupéry. Okay. Et au-delà de ça, donc ça c'est, on va dire, ce qu'il incarne, mais en fait au-delà de ça, il s'inscrit en fait aussi dans un mouvement littéraire. Enfin, ce qui n'est pas vraiment un mouvement, mais que je décide de définir comme un mouvement. Très modestement. Non, en fait, simplement, c'est plutôt un thème, en fait, un thème et une époque qui, en fait, est celle, justement, en fait, qui est celle des années 20, des années 30, et en fait, des pionniers de l'aviation, auxquels Saint-Exupéry, en fait, a participé, et donc il a été, en fait, un acteur direct, en tant que pilote, et qui est un mouvement, en fait, que j'ai découvert, comme beaucoup de personnes, avec, en fait, la figure de Romain Gary. Romain Gary, pareil, auteur incontournable, dont la vie en fait est vraiment un parallèle de l'œuvre. Ne t'en fais pas, on aura l'occasion de revenir sur le parallèle. Histoire de faire des classiques. Donc Romain Gary, écrivain, diplomate, aviateur, grand mythomane, mais mythomane modeste doué, surtout. Très modeste. Et bien sûr, et en fait, qui en fait a également pu côtoyer Saint-Exupéry indirectement. Notamment grâce à une figure en fait qui m'a beaucoup touché aussi, qui est celle de Joseph Kessel. Qui est Joseph Kessel ? Joseph Kessel, donc pareil, d'abord un aviateur, c'était un écrivain, qui lui a été directement aviateur durant la Première Guerre mondiale, donc vraiment au combat.
et qui m'avait beaucoup marqué parce que je l'ai découvert il y a 2 ans maintenant, à travers son premier roman qui s'appelle L'équipage, D'accord. qu'il a écrit à 25 ans, déjà bon, une petite leçon, qui en fait est un récit un peu romancé de son expérience d'aviateur de combat, dont je rappelle des avions en bois qui se tiraient dessus à bout portant, donc Oui. déjà c'était assez En termes de impressionnant. courage. Voilà. Et donc Gary et Kessel notamment en fait se rejoignent avec Saint-Exupéry à travers en fait l'aventure de ce qu'on a appelé en fait l'aéropostale en fait, qui est la première compagnie en fait de transport du courrier aérien au monde. Ok. Et donc à la fin des années 20, des années 30, dont je rappelle des cercueils volants qui vraiment faisaient partie des C'est premiers français avions, ou c'est européen? qui est française en fait, à la base elle est basée à Toulouse, qui en fait est l'aventure de Pierre Latécoère, si j'arrive bien le Oui. prononcer. Et donc C'est voilà. bien ça. Donc qui ensuite a donné le nom d'aéropostale, qui est à la fois plus facile à prononcer et qui a marqué les esprits. Donc basé à Toulouse, et en fait c'est dans ce cadre où Saint-Exupéry en fait a été pilote pendant je crois 5 ou 6 ans. Et donc on parle vraiment des premières lignes entre Toulouse et l'Afrique, l'Asie et notamment aussi l'Amérique du Sud en fait. Okay. D'où les Andes, et donc notamment à travers l'Atlantique Sud. Et avec en filigrane, pour terminer là-dessus, en fait une figure qui est aussi assez écrasante et que j'avais vue sans forcément la comprendre, qui est celle de Mermoz, en fait, de Jean Mermoz, qui lui n'a pas écrit, mais qui en fait voilà, a été aussi une figure importante pour Kessel d'ailleurs, qui lui a dédié un livre que je vous conseille d'ailleurs. Et notamment parce que Mermoz a eu évidemment la meilleure des morts, c'est-à-dire au combat et au sommet de talon. On peut difficilement rêver mieux. Voilà, donc c'est déjà beaucoup finalement. Et Dieu, je ne sais pas, mais au moins épique. Voilà, donc c'est déjà beaucoup, et en fait c'est pour toutes ces raisons qu'il me tardait en fait de découvrir Syntex. Et même au-delà de ça, en fait, quand on prend toutes ces figures, c'est aussi peut-être un des thèmes du livre, c'est qu'il incarne à mon sens aussi un idéal français en réalité, qui est celui du chevalier. C'est-à-dire en fait le mélange de l'aventure, de l'inconscience, de l'héroïsme, et en même temps d'une délicatesse et d'une poésie. De la droiture également. Bien sûr. Et en fait, d'une forme justement le terme étant évidemment celui du panache, qui est cher à Cyrano, qui est cher à beaucoup de figures, et qui en fait, je pense, incarne le mieux cette. L'exclusivité française. Voilà. Berlioz, qui par ailleurs fut rencontré par le grand-père de l'illustrateur. C'est ce que j'ai lu dans le synopsis. Okay. C'est sur la première page. Je connais ton amour pour les éditions Gallimard. Je me souviens bien évidemment de ton cadeau il y a de cela quelques années, Voyage au bout de la nuit, de Louis-Ferdinand Céline. Œuvre monumentale, auteur discutable, notamment sur la fin de sa vie et sa jonction soudaine du roman à l'essai. Bagatelle pour un massacre, si je ne m'abuse. Bon. Une œuvre plus personnelle. on ne s'aventurera pas sur ce chemin-là. Néanmoins, il y a vraiment quelque chose de spécial vis-à-vis de cette édition-là. Une typographie, une texture du papier. Sobre, particulière, efficace. Et leurs première et dernière de couverture sont vraiment uniques. Bon, je vous montre l'ouvrage, j'espère qu'on le verra bien à la caméra. Et à présent, je te laisse nous faire ce petit aparté sur la collection. Merci. Écoute, encore une fois, en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est des films incontournables. D'ailleurs, ils le savent. On peut le dire, d'ailleurs, aujourd'hui, ils sont par ailleurs beaucoup trop chers, mais c'est pas incontournable pour rien, et en fait, on en revient en fait à l'idée de la grande littérature et de ce qu'ils ont su incarner. Et d'ailleurs, Gallimard, qui est aussi connu pour sa Pléiade, qui est d'ailleurs trop cher, n'achetez pas des Pléiades, c'est mon petit coup de gueule, mais qui malgré tout ont quand même su s'imposer, et en fait, c'est aussi cette rencontre, vraiment la rencontre d'un objet. Et effectivement, comme tu le dis, il y a dans cette sobriété, dans cette élégance, vraiment un choix qui est extrêmement fort, et qui en fait renvoie à l'humilité. Et je pense que c'est une humilité qui est nécessaire pour appréhender des grandes œuvres et des grands auteurs. Et toi qui, je sais, une âme chrétienne, je pense que c'est un parallèle que tu comprendras avec finalement
La beauté d'une église. C'est d'une église et surtout d'une cathédrale littéraire et d'un chemin vers l'essentiel. Voilà. Je suis obligé de faire un parallèle avec la visite qu'on a faite aujourd'hui dans une église protestante. Le principe est louable, le résultat l'est moins. Il n'y a aucune comparaison à faire entre la beauté d'une belle église ou d'autant plus une belle cathédrale catholique avec un lieu de culte qui ne s'appelle pas église, un temple Ce serait pas rien, protestant. ce serait pas rien d'ailleurs. Je me permets juste d'évoquer la collection dont on parle, qui est sortie récemment, qui est celle avec les illustrations de Riyad Sattouf, puisque bon, Terre des Hommes de Saint-Exupéry n'est pas un ouvrage récent. Et je vais montrer à la caméra le type d'illustration qu'on peut avoir, donc plus de 150 illustrations, ce me semble, qui sont des dessins tout à fait charmants qui nous accompagnent au fur et à mesure du récit et qui nous font voyager d'autant plus. Et d'ailleurs, j'en profite pour ajouter qu'effectivement, c'est aussi ce qui rend assez unique cette édition, c'est qu'effectivement, les dessins, je dirais, permettent aussi à la fois de voyager, en même temps, effectivement, d'appréhender mieux l'œuvre et de l'accepter, effectivement, d'être moins intimidé, je pense. Mm-hmm. Et pour une fois, c'est une forme d'accessibilité qui est appréciable, effectivement. C'est-à-dire finalement, c'est moins. Peut-être que ça permet aussi de capter un public qui sera peut-être justement moins à l'aise. Oui. Et qui, par ailleurs, voilà, on connaît Riyad Sattouf pour son œuvre actuelle, donc c'est toute la trilogie plutôt la quadrilogie, je crois, de l'Arabe du futur, oui. Voilà, donc qui est même si j'anticipe, mais qui est voilà, le récit de son enfance, mais qui est aussi empreint voilà, d'une poésie qui lui est propre. On reviendra et sur Riyad Sattouf et sur la poésie qui l'incarne. Comme je l'évoquais tout à l'heure, je n'ai pas lu le livre, je n'ai fait que le commencer, je n'ai fait que parcourir le synopsis. Mais le but est que nous le découvrions au travers de ton regard. Je comprends qu'il s'agit là d'un récit hautement autobiographique, où on accompagne les pérégrinations d'Antoine de Saint-Exupéry, et notamment de ses exploits en tant que pilote de l'aéropostale. Je ne puis m'empêcher de faire un parallèle avec La promesse de l'aube de Romain Gary, que tu évoquais tout à l'heure. Récit qui, bien que romancé, est aussi hautement autobiographique, avec la bien connue modestie de l'auteur. Je connais le rapport très particulier que tu as avec cette œuvre, comment cela illustre ton rapport au destin, ton rapport aux relations familiales et notamment aux relations maternelles. C'est toi qui me l'avais conseillé également, et je l'ai fait lire à ma mère pour des raisons évidentes. Elle m'en a fait un retour assez mitigé. Elle n'a pas du tout été sensible à la patte de l'auteur, notamment à son inéluctable arrogance, qui nous fait plus sourire et qui nous inspire plus qu'autre chose. Mais voilà, j'ai évoqué beaucoup d'éléments. Je pose ça là, je te laisse y répondre, et notamment j'aimerais qu'on revienne à ton rapport au destin qui s'illustre, ce me semble, dans cet ouvrage. Il y a beaucoup de questions, il faudrait sans doute beaucoup de vidéos pour en parler. Simplement, venons-en au livre. Donc c'est effectivement un récit qui en fait finalement qui semble décousu de prime abord, mais qui en fait est une trame en fait narrative. D'accord. Qui en fait essaie justement de la construction du souvenir en fait et des leçons que souhaite tirer Saint-Exupéry de son aventure. Donc c'est effectivement le récit de ses 4-5 années au sein de l'aéropostale. D'accord. Et écoute, pour parler directement de la comparaison avec Romain Gary, en fait ce qui frappe, je trouve, le lecteur, c'est que on sent une sincérité qui est propre à Saint-Ex, qui pourtant voilà, nous présente Saint-Ex, un récit, carrément. Bien sûr, Saint-Ex. Non, qui nous présente un récit qui est, pour le coup, est assez grave, parce qu'en fait, la mort est toujours proche, dès le début, avec les camarades disparus. Dès les premières pages. Bien sûr.
Mais on sent par rapport à Romain Gary, et c'est là aussi le fait que ce n'est pas un roman, mais finalement peut-être plus un essai ou en tout cas un récit. Okay. On sent une sincérité en fait qui est assez évidente parce que j'aurais tendance à dire en fait que seule une âme sincère et qui a vécu ce qu'il a vécu peut écrire de la façon dont il écrit. Et qui d'ailleurs en fait se retrouve dans le style. Une parce simplicité presque enfantine. Bien sûr. Et pareil, autre monstre sacré, mais en fait moi ça me fait tout de suite penser à l'écriture d'un Hemingway, alors certes en anglais, mais qui voilà, est dans cette recherche de la précision et d'une langue qui est extrêmement précise en fait. Et évidemment, c'est aussi une forme de solennité qui, en fait, moi, me plaît, qui n'est pas très actuelle en réalité. C'est vrai qu'il est extrêmement, je dirais, presque réactionnaire aujourd'hui. Et qui en anachronique complètement. Peut-être, mais tu parlais du destin ou en tout cas de la force des événements. C'est un thème en fait qui est majeur au livre, en fait, qui est celui de la rencontre avec son destin et avec ce qui doit être fait, et avec là où on doit être. Et évidemment, en fait, ce n'est que des récits de mort imminente pour faire marketing, ou plutôt, effectivement, de rencontres avec la nature, et en fait, qui renvoie aussi, finalement, vraiment aux conditions matérielles, en fait, de ces voyages qui étaient entrepris dans des avions à la fois magnifiques et traîtres, qui étaient à la fois des merveilles d'ingénierie, et en même temps... des bicoques bien sûr. Et on passe des Andes au désert, au Sahara, à l'Égypte, et sans divulgacher, comme on dit en bon français. Finalement, en fait, c'est des récits qui sont prévisibles, en fait, et dont je dirais qu'ils n'ont presque pas d'importance, puisque finalement, ce n'est pas le cadre qui est important, mais c'est les leçons qu'ils en tirent. Et en fait, c'est véritablement la rencontre avec la nature, mais en fait, à chaque fois, les hommes. Et en fait, les hommes au sens large qui donnent évidemment le titre du récit, mais qui donnent aussi tout leur sens à l'œuvre, mais qui du coup dressent aussi un parallèle qui est en fait assez cruel en fait avec la vie moderne, qui est déjà moderne dans les années 30. Qui nous prive cette liberté d'aventure, je pense. Bien sûr, et surtout de simplicité en fait. De simplicité et en même temps je dirais effectivement de transcendance. On parlait d'église, j'en vois la transcendance que je vais définir. Parce qu'en fait, déjà, effectivement, quand on se retrouve finalement au milieu du désert en attente de secours et qu'on a pour seule boussole justement et les étoiles et je dirais plutôt un sens aigu de son destin, il faut à la fois croire en soi et croire en une force supérieure. Et c'est vraiment des émotions qui aujourd'hui nous semblent bien lointaines. Et simplement pour finir là-dessus. Très éloigné en effet. Aujourd'hui, je pense, ça me fait rire parce que on voit vraiment, il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui, plutôt dans le récit de petites saillies par rapport à la vie moderne. Et donc. T'as un exemple en tête ? Bien sûr, notamment quand, lors de son départ en car pour l'un de ses voyages, c'est très dur parce que moi-même qui suis un petit fonctionnaire, il laisse un parallèle en fait avec les fonctionnaires qui sont dans le même bus, mais bien sûr qui vont en fait donc je ne sais pas si au message juste avant son premier vol bien sûr ouais. Qui en fait vont qui sont dans le même bus mais qui ne vont pas vers le même trajet et pas le même destin. C'est déjà une force voilà, c'est déjà un miroir assez cruel. Et donc je ne peux m'empêcher d'imaginer ce que penserait un Saint-Exupéry aujourd'hui. J'ai l'image en tête, il avait décidé de sortir malgré le mauvais temps avec son manteau, le col redressé, et il se disait ils ne savent pas. Ils sont bien loin de se figurer ce qui m'attend et comment je vais être en capacité de transmettre leurs émotions, puisque c'était très sacré avant la messagerie instantanée. Le courrier avait une toute autre valeur. Et c'était les secrets les plus cachés, les propos les plus intimes, les soucis, tout ce qui pouvait sortir du cœur de quelqu'un et qu'elle était en capacité d'exprimer à l'écrit aux personnes qui étaient éloignées, passées par la poste. C'est ça. C'était le moyen exclusif de communication. Donc, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Notamment, ça me fait sourire parce que
Quand je pense à des figures comme Sylvain Tesson aujourd'hui, qui est Oui. considéré comme déjà réactionnaire, alors qu'il parle simplement de se promener dans la nature et de se reconnecter au réel, Exact. j'imagine pas ce que penserait à la fois un Saint-Exupéry de l'époque et ce que l'époque penserait d'un Saint-Exupéry aujourd'hui. Probablement beaucoup de mal et beaucoup de bien. J'ose imaginer que ce serait un personnage très tranché et aux nombreuses polémiques qui aurait ses détracteurs enfiévrés tout autant que ses défenseur. Bien sûr. Non, non, Et d'ailleurs, c'est même drôle de se dire comment finalement le temps qui passe permet d'ailleurs de faire passer des auteurs dans la légende, quand bien même ils seraient sans doute aujourd'hui effectivement beaucoup plus polémiques et d'ailleurs c'est même je serais même curieux d'ailleurs de voir l'image qu'il avait à l'époque, même si je sais qu'il a eu son succès, mais qu'il était d'ailleurs je suis désolé, je ne fais que des parallèles, mais je sais d'ailleurs qu'il est que durant la guerre il était plus un trouble fait qu'autre chose, et que d'ailleurs il passait son temps à vouloir participer à l'action sans forcément y être convié d'ailleurs. Comme Hemingway qui, pour l'anecdote d'ailleurs, s'incrustait auprès des armées américaines et qui voulait, je crois, en 1944, bien sûr, lors de la libération de Paris, libérer son bar de jeunesse. Et qui, je crois, a emprunté une Jeep et quelques GIs aux grandes dames de ses accompagnateurs qui, en fait, voulaient le garder en vie. Et en même temps, il y a là une forme d'insolence qui est très importante. Nécessaire. Nécessaire. Absolument nécessaire. Bon, parfaite transition pour une thématique qui nous est chère à tous les deux. Tu te souviens forcément du t-shirt que je nous ai offert il y a quelques années, où il était marqué « Vivre », mot qui incarne un idéal que l'on partage, qui est très facile à ressentir, à appréhender pour celui qui le ressent, justement, mais qui est beaucoup plus difficile à expliquer à qui ne partage pas la même vision des choses. Vivre, au sens de vivre vraiment, véritablement, une vie qui vaut la peine d'être vécue, voire même d'être racontée, comme c'est le but de cet ouvrage. Beaucoup d'allitérations autour du mot vivre, que je vais arrêter maintenant pour te laisser la parole. Comment ce livre illustre ce sentiment que l'on partage? À travers l'envie. Je crois que. D'ailleurs, je réalise en le lisant la vie dans cette envie. C'est vraiment, comme tu dis, un récit qui est personnel et qui est en tête universel, parce qu'évidemment, d'ailleurs, c'est aussi toute la force de la littérature, de nous faire vivre des choses qu'on ne peut pas forcément vivre ou qu'on ne veut pas forcément vivre. Et je reviens aussi finalement à l'humilité, parce qu'en fait, c'est vraiment des destins comme ceux de Mermoz, d'un Romain Gary, d'un Kessel, d'un Saint-Exupéry. Et non de Berlioz. Et non de Berlioz, mais un destin qui nous dépasse, et en fait des vies qui sont intenses, d'ailleurs non pas dans leur mise en scène, parce que c'est aussi un mal de l'époque, je pense, la mise en scène, mais vraiment dans le rapport au monde et dans leur rencontre. Et en fait, ce livre n'est que ça, en fait, ce livre n'est que rencontre, n'est que voyage, mais n'est que poésie et recherche d'ailleurs du détail dans le grandiose. Je pense notamment, je laisserai les gens le découvrir, au récit d'une rencontre avec deux petites filles, je crois que c'est au Paraguay ou en Argentine, dans un petit manoir abandonné, dans lequel Saint-Exupéry se retrouve finalement à passer la nuit, dans lequel on lui offre une hospitalité vraiment bienvenue. Et il y a une justesse dans la description de ces deux petites filles et dans le rapport qu'il entretient avec elles, qui en fait illustre vraiment cet équilibre entre l'aventure folle, entre les cyclones, entre les montagnes des Andes qui peuvent à tout moment être sa fin, et la vérité qu'il retrouve donc de l'autre côté de l'océan dans cette rencontre. Et je crois aussi voir vraiment cette transcendance qui, je pense, nous fait défaut aujourd'hui, dans une époque qui est, ironiquement, qui est toujours dans l'instantané, mais qui est un instantané qui ne reste pas,
contrairement à des souvenirs comme les siens. Sans écho ni retentissement. C'est vraiment ça, et on en revient à cette transcendance. Peut-être catholique, je pense, c'est une porte que je n'ouvre pas. Spirituelle, du moins. Spirituelle, bien sûr. Et, mais d'ailleurs, j'en profite parce que c'est que le culte, il n'est pas évoqué dans l'œuvre, même dans l'œuvre de Saint-Ex. La religion, même si, bon, je pense que pour un noble lyonnais des années 20, des années 30, je pense quand même qu'il était catholique, et je serais curieux d'ailleurs de le confirmer ou de l'infirmer. Mais on sent ce rapport à la transcendance et à l'absolu, et en fait, je pense qu'il y a une vérité qui est recherchée et qu'on ne peut trouver que quand on est seul dans son avion au milieu d'une tempête et qu'on n'est pas sûr si on est au-dessus du Sahara ou au-dessus de la Méditerranée. Et je pense qu'il y a effectivement une vérité qu'on peut trouver que dans certaines situations, et en fait, peut-être aussi que je dirais que c'est un appel aussi au vrai, comme tu dis, à la recherche d'une vérité, et pour revenir à la nécessité de vivre, en fait. C'est aussi un livre, je pense, qui est un rappel, en fait. Qui est un rappel, et qui est un rappel sain, et un rappel nécessaire, et en même temps qui n'est pas agréable, en fait. C'est des livres puissants et violents. Exactement, parce qu'en fait, c'est des gens qui ont vécu des choses... et qui nous ramènent à notre médiocrité. Ouais. Un peu, et à des âges qui sont proches des nôtres, d'ailleurs. Oui. Et en même temps... voilà, qui sont vraiment des appels, et qui sont, je pense, en fait, qui renvoient à ce que chacun peut manquer. Et en fait, je pense que c'est des livres dans lesquels chacun peut trouver ce qui lui manque. Et je pense que du coup, c'est... Encore une fois, on en revient à la collection et à pourquoi c'est un grand livre. En fait, c'est un livre où chacun peut se trouver, dans lequel chacun doit se trouver, je pense. Et c'est des hommes qui ont une vie à la fois précise, qui s'inscrivent dans un contexte, mais dont les leçons, je pense, sont universelles. Les lecteurs peuvent se retrouver au travers des lettres tout autant que des illustrations. C'est l'occasion d'évoquer, de revenir sur l'auteur de L'Arabe du futur. Tu m'avais rapidement évoqué une autre bande dessinée, hein, donc L'Arabe du futur. J'aimerais que tu tisses un petit peu le lien sur la création de l'univers poétique qui nous est cher également. Comment cela t'a touché? Tu utilises des qualificatifs sur ce roman tels que intéressant ou passionnant. En tout cas, c'est les mots que tu as utilisés lorsqu'on l'évoquait. J'aimerais que je te propose d'aller un petit peu plus loin que ça, de dépasser ces mots qui peuvent être un petit peu valises et m'expliquer pourquoi ou comment, c'est selon, ce livre s'est intégré dans ton univers poétique. Oh, ah, mais vraiment, déjà, en fait, c'est drôle parce que j'en reviens en parallèle, on parlait d'édition. Tu sais peut-être moins, toi qui vis à l'étranger, mais en fait, L'Arabe du futur, en fait, qui sont des bandes dessinées, en réalité, c'est un peu le phénomène un peu classique de ces dernières années. Je connais pas du tout. En fait, c'est le récit de l'enfance de Riyad Satouf, en réalité. Donc, qui a un père syrien, en fait, donc, qui a grandi à la fois entre la Syrie et Rennes, si je ne m'abuse, et qui, en fait, justement, est le récit entre deux mondes de son enfance, et qui, je crois, est rendu à son 6e tome. Et en fait, ce qui est d'ailleurs assez drôle, c'est qu'en fait, c'est des bandes dessinées qui ont eu beaucoup de succès, et que j'ai choisi de ne toujours pas le lire, d'ailleurs, parce que justement, je voulais échapper à ce phénomène, okay. Et je m'estimais... sortir de la masse. Bien sûr, évidemment, j'avais envie de me distinguer, et ce livre, et notamment l'illustration, en fait, m'a donné envie de les lire, même si je l'avais feuilleté, mais finalement de m'y plonger. Et par contre, ce que je devine, et ce que j'ai pu aussi voir dans l'univers justement de Riyad Satouf, c'est une poésie. Une poésie et aussi une simplicité qui se devine, hein, d'ailleurs. Oui. Et qui en fait... des dessins très très simples. Ils sont à la fois simples, donc dans les paysages qui vont être grandioses, et dans les hommes qui vont être beaucoup plus simples. Oui. Mais qui du coup donnent toute leur place, je pense, aux descriptions, en même temps à l'univers imagé, parce qu'en fait Saint-Exupéry... évidemment, comme on est tous passés par Le Petit Prince, on a aussi des images en tête. Et c'est pas incohérent d'ailleurs, le style de Riyad Satouf est assez cohérent avec, en tout cas, l'imagerie que je m'étais faite
de l'univers de Saint-Exupéry au Bien travers du Petit Prince, avec des images simples, presque enfantines, Oui. mais toujours poétiques. Une simplicité pour montrer la violence, parfois, Oui. dans ce qu'elle a de plus cru. Donc, non, c'est très cohérent. J'ai hâte de lire la suite. Et d'ailleurs, je pense que même si on fait un parallèle entre justement le rapport que Réal Satouf a pu avoir à Syntex et le nôtre, c'est qu'effectivement, j'ai trouvé aussi intéressant et courageux qu'il ait fait le choix d'ailleurs de garder son style, qui en fait est assez reconnaissable en fait justement, notamment dans les hommes qu'il dessine, dans ses bandes dessinées. Parce que effectivement, en fait, face à Syntex et face à l'image du Petit Prince notamment, on ne peut pas en fait vouloir le copier absolument. Et en fait, Non. je pense qu'il est bon, qu'il est bien en fait d'amener son univers, de faire une proposition, Bien sûr. comme peut le faire d'ailleurs un réalisateur quand il va adapter un grand livre. Et ça permet effectivement d'avoir à la fois une proposition forte et de comprendre aussi d'ailleurs, encore une fois, l'humilité qu'il a pu avoir face à ce récit. Et c'est une grande réussite et effectivement. Les grands livres, les grands films, pardon, issus de déjà un film tiré d'un livre, tu peux pas avoir un bon film, un grand film tiré d'un mauvais livre. Déjà, ça n'existe pas. Les grands films tirés de grands livres le sont d'autant plus quand ils ont su proposer vraiment avoir une proposition artistique originale et qui ne soit pas complètement copié-collé sur l'univers. Vraiment une vision Exactement. particulière de l'univers d'un livre. Moi, je pense forcément à Madeleine de Proust, Harry Potter, où il y a eu plusieurs réalisateurs, Guillermo de, je sais plus trop comment, voilà, qui a réalisé le 3 et 4, si je me semble, avec une patte très proche de ce qu'on peut trouver dans des bandes dessinées, justement. Donc je me suis un peu perdu dans ma parenthèse, tout ça pour dire que on était sur la poésie, sur l'intégration de l'univers poétique, qui se fait donc, pour résumer, par les mots, par la simplicité des mots, la simplicité des illustrations, et par le récit cru mais vrai que nous apporte l'auteur. Est-ce que tu veux conclure ? Écoute, notre discussion en fait vient d'évoquer une très belle conclusion en fait qui justement fait le lien avec tout ça. C'est en revenant à Réal Satouf justement et ce choix d'illustrer. En fait, c'est des grandes leçons de vivre, c'est celle de tracer sa propre route. Parce qu'encore une fois, on parle d'hommes qui justement, par leur courrier, ont tracé des nouvelles routes. Celle de l'Atlantique Sud, du Sahara, au-dessus des hommes et en même temps proche d'eux. Et en fait, je crois que c'est encore une fois un appel à la liberté et au-delà de ça, surtout à résister au chemin tout tracé. Et c'est à la fois l'histoire de Riyad Satouf, donc qui un petit arabe qui a grandi à Rennes entre la Syrie et la France, qui a fait son petit bout de chemin. Saint-Exupéry qui est à la fois très bien né, mais qui a vécu un chemin tout particulier, qui est évidemment mort jeune aussi, évidemment comme il se doit aux commandes d'un avion. Et je crois que c'est vraiment une ode à l'indépendance et dans une époque où finalement on est aussi finalement pétri d'injonctions. C'est vraiment et de chemins tout tracés. Et toi qui as fait d'ailleurs un choix d'habiter à l'étranger et de tracer ta route, je crois que je dirais que c'est un manuel de survie dans la modernité. Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à très bientôt.